Bonjour. Merci d'être venu. Je voulais déjà remercier le département de prospective et le campus créatif de m'avoir invité à intervenir dans Ecopos. Le sujet en fait qu'on avait lancé avec Céline à l'origine était sur une lecture des différents futurs en fonction des différentes civilisations depuis l'Égypte, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. C'est un sujet vraiment extrêmement vaste et au fur et à mesure en fait de l'évolution du projet, j'ai recentré vraiment le sujet en fait autour de la Renaissance, de l'art occidental et d'une problématique liée à l'art contemporain, c'est-à-dire de voir une évolution, si on veut, donc depuis les académismes de la Renaissance pour arriver à une idée autour de l'éloge de l'individu avec la peinture en Flandre, mais pour tout arriver à l'idée d'une modernité qui va arriver en art avec ce qu'on aime dire Manet et autour du cas de l'Olympia, pour après développer, si vous voulez, un problème autour de ce que j'appelle la magie, c'est-à-dire les initiales de Marcel Duchamp, Andy Warhol, Joseph Beuys et Yves Klein, qui vont déterminer, si on veut, toute la pensée de la peinture contemporaine, et de savoir qui met en place justement cet art du futur, cet art du présent, c'est-à-dire les grands commissaires d'exposition. La grande lecture, en fait, la grande problématique que je veux en mettre en c'est de redessiner, si vous voulez, cette cartographie du monde de l'art actuel, cette nouvelle géographie, et comment on est passé, si vous voulez, de l'Italie, pour simplifier, pour s'ouvrir à l'Europe, pour en fait, à partir d'un moment donné, revenir sur Paris, et après aller à New York, et aujourd'hui être dans un monde global avec des nouveaux artistes émergents, que ça soit en Chine, que ça soit en Afrique, que ça soit au Moyen-Orient, que ça soit en Amérique latine, par exemple. Donc, en gros, je vais vous montrer beaucoup d'images à partir d'un moment donné que vous connaîtriez, au début des images que vous connaissez de manière beaucoup plus classique, et après pour passer sur quelque chose qui touche à l'art contemporain et autour de très grands commissaires d'exposition qui ont dessiné l'art contemporain depuis les 50 dernières années. Donc, l'idée aussi, justement, c'est de montrer à quel point l'art du XXe siècle a fait que le monde est devenu un collage. Je veux dire par là que vous allez voir que finalement, ce copier-coller avec lequel on vit aujourd'hui est extrêmement important dans la pensée finalement de l'art contemporain, quand on pense aujourd'hui justement à l'intelligence artificielle ou encore, par exemple, autour des NFT. Je traiterai très peu de ces sujets-là parce que ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est plus de vous donner un cheminement et surtout de montrer cette globalisation du monde de l'art. Pour commencer, donc j'ai mis cette image en fait, donc autour de, on est sur une autoroute américaine avec différentes lignes. On peut prendre la ligne du passé, la ligne du futur ou rester dans la ligne. Et ma problématique, c'est que donc oser le futur, comme on a appelé donc Ecopos. Hier, Denis Storr parlait de Ecopos comme écho des possibilités. Donc, ces possibilités, en même temps, pour moi, en tant qu'historien d'art, c'est que pour oser le futur, il faut connaître le présent. Et pour oser le présent, il faut connaître le passé. Ça renvoie un peu à ces vers de T.S. Eliot sur time past and time present are perhaps in time future. Cette idée que le temps présent et le temps passé sont peut-être justement dans le temps futur. Et donc, pour commencer, je voulais vous mettre quelques citations qui renvoient aussi à une certaine morale de l'art. Pendant longtemps, donc là, vous avez cette citation de Diderot qui est dit que l'art, justement, c'était rendre la vertu aimable, le vice odieux, le ridicule saillant, voir le projet de tout homme qui prend la plume, le pinceau ou le ciseau. C'est-à-dire qu'il y avait une idée, finalement, morale de l'art. Cette idée de la morale de l'art va être extrêmement présente jusqu'au XIXe siècle, avec cette idée d'un art qui copierait la nature. Donc, c'est toute cette évolution, si vous voulez, qui renvoie aussi bien à la culture qu'à la nature, d'une sorte d'idéal de copier la nature, qui est vraiment l'essentiel de l'art.
À partir du 19e siècle, là j'ai mis cette citation de Oscar Wilde, il n'existe pas de livre moral ou immoral, un livre est bien ou mal écrit. Wilde, quelque part, lui, joue sur un paradoxe. Nous ne sommes plus sur un art qui imite la nature, mais qui est une nature qui imite l'art. Quelque part, chez Wilde, il dit même que l'art est inutile. Ce qui l'intéresse, c'est toujours cette fameuse citation que j'avais citée la dernière fois sur la lecture que j'avais fait sur le paysage, c'est qu'il n'y avait pas de brouillard à Londres avant William Turner. Donc, il joue sur ce paradoxe qui fait que finalement, c'est la nature qui imite l'art. Si la nature n'est pas passée par le filtre de l'artiste, elle n'existe pas. Et dans cette continuité du 19e siècle, je mets cette phrase de Benjamin Constant, qui est un peu à l'origine de la théorie de l'art pour l'art, qui dit que justement, l'instruction ne sera pas le but, mais l'effet du tableau. Donc, ces petites citations pour donner un peu le climat et l'évolution de la lecture que je vais présenter. Pour en arriver aujourd'hui, si vous voulez, à cette mise en avant qui est qu'est-ce que la peinture, qu'est-ce que l'art dans la société contemporaine, dans le monde complexe, si vous voulez, la grande œuvre d'art est celle dont l'ambiguïté restitue cette complexité au lieu de le soumettre à un dogme. Donc, c'est-à-dire comment on va se libérer aussi des dogmes, de toutes les problématiques liées à l'histoire de la peinture pour créer quelque chose de nouveau. Et l'idée aussi qu'aujourd'hui, on veut plus plaire qu'instruire. Donc, c'est aussi l'idée de la loi de l'audimat, du sondage qui devient prescriptif de style. Donc ça pose un vrai problème aujourd'hui, qui est qu'on a une mise en place du marché qui prend le dessus, on va dire, sur la création et sur le pouvoir des artistes, et finalement des expositions ou des créations qui sont plus liées à la demande du public, et finalement, d'une certaine manière, l'artiste peut perdre en autonomie. Et en arriver à cette conclusion que justement, l'art du futur ne doit pas être simplement un simple divertissement, pas plus qu'une pure propagande. Il doit revenir finalement à cette idée que l'art doit être, si on prend Léonard, justement une cosa mentale, c'est-à-dire une réflexion, une méditation et surtout une matière à penser. Et donc, pour commencer justement cette présentation, je prends un des tableaux les plus classiques et les plus connus de l'histoire de l'art, cette fameuse Vierge au rocher de Léonard qui est conservée au Louvre. Alors, ce tableau, pour moi, il a en plus un lien personnel, parce que si je suis devenu historien d'art, c'est justement devant ce tableau, enfant, on nous avait montré cette œuvre à l'école et on nous avait appris le premier plan, le deuxième plan, on nous avait interrogé sur ce tableau, et donc il a été, si vous voulez, à l'origine d'un intérêt personnel, mais d'autant plus aussi sur une problématique du futur. La place de Léonard est exceptionnelle parce qu'il n'est pas simplement peintre, il est ingénieur, il est inventeur, il est médecin et il est aussi peintre. Et ce tableau en particulier m'intéresse parce qu'il renvoie à qu'est-ce qu'est l'histoire de l'art. Donc l'histoire de l'art, je vois quelques historiennes de l'art dans la salle, c'est donc d'abord l'iconographie, c'est donc décrire l'image. Donc simplement, ici, on est dans une grotte étrange avec différents personnages ensemble, et au fur et à mesure de la description, on va imaginer qu'on voit donc la Vierge en train de ramener l'enfant à côté d'elle, qui est Baptiste, qui est justement baptisé par le Christ, et ce personnage étonnant à côté, cet ange, cet archange. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le texte, cette scène n'existe pas. On serait dans une sorte de fuite en Égypte, et on est dans un mystère donc de la création, qui est vraiment un des sujets d'ailleurs de Léonard. C'est ce qui l'intéresse, c'est de peindre le mystère. Et cette œuvre était destinée à la chapelle Saint-François de Milan, et elle était autour du thème de l'Immaculée Conception. Donc, quelque part, elle renvoie aussi à l'idée de peindre un des mystères de la création. Mais ce qui m'intéresse aussi dans ce tableau, c'est le geste particulier de cet archange qu'on a à droite. Alors, on ne sait pas si c'est Uriel. Moi, j'aime plutôt dire que c'est simplement Gabriel, qui serait là dans une nouvelle annonciation. Mais cet index pointé de l'archange est vraiment tout à fait intéressant dans l'histoire de l'art, parce qu'on va le retrouver, par exemple, chez Michel-Ange, quand on pense à la Sixtine ou au Moïse de Michel-Ange. Il y a d'ailleurs un texte tout à fait intéressant de Daniel Arras sur justement l'index chez Michel-Ange, qui voit justement une sorte de complément de la création, et qui va jusqu'à dire que c'est donc la suite du pinceau, ce doigt tendu.
Et dans sa lecture même, il va jusqu'à l'idée que ce doigt tendu, c'est le pensillum, c'est-à-dire le petit pinceau, et il y va jusqu'à y voir le petit pénis. Donc, si vous voulez, il y a toute une symbolique aussi liée à la création avec ce doigt tendu. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que aussi, quand on regarde Gabriel, il nous regarde justement. Et il nous interroge et il nous montre quelque chose. Donc, il interroge le spectateur et il lui détermine une action qui est en train de se passer, il désigne quelque chose. Donc, ce qui est aussi intéressant à voir quand on voit ce tableau, c'est que Gabriel, si on le regarde de près, on voit qu'il a l'apparence d'un sphinx. Vous voyez la manière dont il est assis, on ne voit pas ses pieds, son grand manteau rouge pourrait lui donner l'allure d'une sorte d'animal. Et donc, si on imagine que c'est un sphinx, on peut imaginer que le spectateur est Oedipe quelque part et qui donc il nous pose une question, mais qui nous aide justement devant cette question en nous montrant quelque chose, il nous indique quelque chose. Donc ce que je veux dire là-dedans, c'est que la peinture, dès l'origine justement, et particulièrement chez Léonard, est matière à penser, matière à réflexion. Alors dans l'histoire de l'art, je vous parlais de l'iconographie, on parle aussi donc de stylistique, donc du traitement de l'image. Alors ici, on serait donc dans une lecture de la composition de l'œuvre, qui est donc une sorte de grand triangle où on voit les personnages apparaître. Et en même temps, on parle aussi bien sûr d'iconologie, c'est-à-dire de faire parler l'image, c'est-à-dire donc de lui donner, si vous voulez, des sens en fonction du moment où elle a été donnée, en quoi elle est en relation avec le passé et en quoi elle détermine aussi dans le futur. Mais pour revenir plus au sujet, donc à cette idée de ce doigt tendu, c'est vraiment une thématique importante dans l'œuvre de Léonard et des artistes de la Renaissance. Donc ici, voilà une étude supposée de Léonard qui est conservée en Angleterre et qui montre toujours ce doigt tendu. Mais dans le sujet même d'Écopos, ce doigt, justement, c'est oser le futur. Et quelque part, oser le futur, c'est le montrer, c'est le désigner, c'est lui donner du sens, et c'est donner quelque part aussi le sens de la création. Ce qui est tout à fait étonnant dans cette image aujourd'hui, si on la relisait dans le monde d'aujourd'hui, on pourrait quasiment y voir une préfiguration, une prémonition du monde digital, quelque part. On est aujourd'hui tous avec l'index tendu sur nos écrans à finalement diriger le monde aussi, à redessiner le monde. Donc, il y a comme une sorte de préfiguration dans ce petit dessin ou dans cette œuvre de Léonard qui peut nous interroger sur le monde actuel. Quasiment, ça pourrait être une publicité pour Apple. Donc, c'est intéressant, si vous voulez, de relire, si vous voulez, par une œuvre aussi classique, donc les possibilités qu'elle nous offre. Ce signe, justement, on le trouve dans la peinture depuis longtemps, et surtout avec la Renaissance. Donc ici, avec un des chefs-d'œuvre de Masaccio qui est conservé à la chapelle Santa Maria del Carmine à Florence, où justement les signes, les différents actes, justement, si on regarde les gestes, racontent à l'intérieur même du tableau le passé, le présent et le futur. Donc nous avons au milieu le Christ qui montre quelque chose à Saint-Pierre, et Saint-Pierre, on le retrouve à gauche en train de récupérer donc une pièce donc dans la bouche du poisson, et on retrouve encore Saint-Pierre à droite en train de payer le tribut. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces gestes, justement, permettent à l'intérieur du tableau d'oser le futur, tout en parlant du présent, tout en donnant sens au passé. Donc, cette idée d'une narration à l'intérieur du tableau et qui nous donne, si vous voulez, une nouvelle temporalité à l'intérieur de l'œuvre. Juste un petit mot maintenant, plus lié donc au statut des artistes depuis, on va dire, l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Donc, à l'Antiquité, l'artiste, il est vécu comme une sorte de génie prométhéen, c'est-à-dire donc de Prométhée, de voleur de feu. Donc, il a une sorte de savoir sacré, de savoir divin. Donc, on l'a dans les textes avec des personnages comme Praxitèle, comme Zeuxis, comme Apelle, dont on vantait les talents qui créaient des sculptures qui quasiment s'animaient ou qui créaient des tableaux qui trompaient même les oiseaux.
À partir du Moyen-Âge, en fait, l'artiste, il est reconnu pour son savoir-faire. Donc, il va répondre à des commandes, c'est la création de différents codes, de différents canons, et c'est l'apprentissage en métier, avec surtout l'idée des compagnonnages. Et il y a tout à coup une sorte de vocation pédagogique de l'œuvre. Donc là, on pense bien sûr aux cathédrales, et tout le rapport justement pédagogique que peut avoir donc la sculpture romane ou gothique. Et là, je vous renvoie bien sûr à l'œuvre, par exemple, de Émile Malle et de ses essais d'iconographie sur au XIIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle. La Renaissance, on en disait un mot tout à l'heure hein, autour de Léonard, là, on est avec un artiste inventeur, un artiste vraiment une sorte de démiurge, un être exceptionnel. Donc, on pense à Léonard, on pense à Michel-Ange, on pense à Raphaël. Et cette idée donc d'une œuvre qui devient une chose mentale, une peinture qui nous prête à penser, à réfléchir, et en même temps une œuvre qui devient le reflet véritablement d'une époque, d'un lieu ou d'un personnage. L'évolution vers la modernité va être justement, et vers les académismes, la mise en place, si vous voulez, de grands ateliers. Donc là, je l'ai donné par exemple l'atelier de Bruegel, de Rubens, mais ça va aller bien sûr jusqu'à David. Mais c'est surtout aujourd'hui, autour de l'époque contemporaine, qu'on s'attardera plus tard, où tout d'un coup, l'artiste, il devient complètement autre chose. Même s'il fait une synthèse de tout ce qui s'est passé avant, il devient surtout en fait un artiste conceptuel, c'est-à-dire ou un entrepreneur ou un businessman. Il n'est plus tout à fait non plus un technicien, il peut simplement avoir une idée, la machine peut produire pour lui, un atelier pour produire pour lui. Alors là, c'est l'exemple le plus frappant, c'est un Andy Warhol ou un Jeff Koons. Donc, cette évolution du statut de l'artiste est très importante parce qu'elle renvoie aussi au regard qu'on porte sur la création et au regard qu'on porte simplement sur l'œuvre d'art. Mais de manière un peu plus classique, en fait, pendant, on va dire, depuis la Renaissance jusqu'au milieu du 19e siècle, la peinture, l'art en tout cas, et va être extrêmement lié au passé et à une sorte d'idéalisation qui va être la mise en place des académies, tout d'abord à Florence, puis à Bologne, puis en France, puis à Paris. Mais qu'est-ce que visent donc les académies? Qu'est-ce que vise l'art pendant 4 siècles? Donc, comme là, je vous dis, c'est le fameux vers de Augustin Carrache, qui est un des frères Carrache, qui va être à l'origine de la création des académies de Bologne au XVIe siècle. Et qu'est-ce qu'ils vont apprendre à leurs élèves? C'est d'avoir le dessin, l'harmonie, la symétrie de Raphaël, la vérité, la nature, la couleur du Titien, la puissance, la grandeur, l'architecture de Michel-Ange, la pureté, l'élégance du Corrège, la grâce du Parmesan, l'invention du Primatis. Donc, si vous voulez, on a une sorte de brelan de poker gagnant qui vont être une perpétuelle répétition et donc qui se retrouvent, si vous voulez, dans la primauté du dessin, par exemple. Donc là, je vous mets un exemple avec Raphaël et une étude de la Belle Jardinière, où on voit justement cette harmonie, cette symétrie, cette idée qui va aller jusqu'à Ingres, avec l'idée du dessin qui est vraiment la primauté de l'œuvre, le nerf de la guerre, ou encore ici avec la fameuse Assomption de la Vierge de Titien qui est conservée à l'église des Frari de Venise, où on voit justement le génie de Titien autour de la couleur. Donc, ça va être une des grandes problématiques de l'histoire de l'art, entre du dessin et de la couleur, et donc toute cette vérité qui va se découler, ou encore ici, par exemple, cette invention de Michel-Ange, donc autour de la puissance, de la grandeur, de corps réinventés, de corps complètement exaltés, et en même temps cette idée architecturale qu'on a dans l'œuvre de Michel-Ange, qui va vraiment être le génie qui va être copié et archicopié. Là, ici, je vous mettais donc une des plus belles toiles de Corrège conservées à Vienne, donc, qui renvoie à l'alchimie même de la peinture, c'est-à-dire à la transformation des éléments, où là, on voit Zeus qui devient donc une nuée, un nuage qui embrasse Io, et surtout chez Corrège, donc dans toute je vous invite à aller voir toutes les œuvres à Parme, donc au fameux Duomo de Parme et à Saint-Jean-l'Évangéliste de Parme, il y a toute l'œuvre du Corrège. On oublie souvent que le Corrège fait partie des artistes essentiels vraiment de la création de la Renaissance, et on voit toute cette grâce, toute cette quasiment aussi pureté, élégance, mais surtout sexualité qui est présente chez le Corrège, cette sensualité extrêmement exacerbée.
qui va être reprise, par exemple, par son élève, le Parmesan, ici, un autre tableau conservé à l'Académie de Parme, et qui va être très, très marquant dans toute l'histoire de l'art, parce qu'on va le retrouver, bien sûr, chez Ingres, et donc, en même temps, toute cette grâce, toute cette suavité quasiment qu'on a chez le Parmesan, ou encore l'invention donc du primatisme, qui, lui, est à la fin de l'école du maniérisme et qui, là, tout d'un coup, remet la Sainte Famille dans un théâtre romain. Donc, il y a aussi toute cette invention que va mettre en place la fin de la Renaissance. Et d'un point de vue cartographique, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé, si vous voulez, de Florence à Bologne, à Parme. Et aujourd'hui, avec le primatisme, c'est donc l'école de Fontainebleau. Donc, c'est toutes les œuvres de la galerie d'Ulysse conservées en France. Et donc, si vous voulez, cette arrivée de la Renaissance jusqu'à la France. Tout ça va donner en fait, toute cette évolution des grands maîtres dont je viens parler va donner corps à ce qu'on va appeler le classicisme en peinture, et donc autour de deux artistes qui vont être les deux grands piliers du XVIIe siècle, qui sont d'un côté Poussin et de l'autre côté Rubens. Si on vient sur Poussin et sur une lecture justement autour du futur chez Poussin, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on est dans un art de l'idée. On est dans un art conceptuel. La fameuse phrase du Bernin à propos de Poussin, c'est que Poussin, Lavora dit là, Poussin, il travaille de la tête. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans une lecture liée à Écopos, qu'est-ce que raconte ce tableau? Donc c'est ces fameux bergers d'Arcadie qui sont donc dans une sorte de paradis bucolique virgilien et qui découvrent un tombeau antique. Et qui donc déchiffrent, comme des archéologues, le tombeau, et qui voient que c'est donc écrit « Et in Arcadia ego », donc « j'existe en Arcadie ». Et donc cette idée d'une peinture morale, d'une peinture philosophique qui dit que la mort existe aussi en Arcadie. Dans une lecture aussi liée au futur, cette mort, elle est présente à l'intérieur même du tableau. Quand on voit l'ombre du personnage qui décrit, c'est la fameuse hypothèse de Panofsky, où il voit dans l'ombre du personnage en train de lire l'inscription, la faux, et il y voit déjà la mort, en fait. Il y voit une préfiguration de la mort. Mais ce qui m'intéresse, en fait, ici, c'est que avec Poussin, on est dans un art du concept, dans un art de l'idée, on est dans un art qu'on pourrait qualifier d'apollinien, alors que chez Rubens, on va passer à un art beaucoup plus dionysiaque, je veux dire par là lié à l'expression, lié à la couleur, lié au baroque, lié au mouvement, donc lié en même temps à une sorte d'empathie par rapport au personnage, par rapport au spectateur. D'un côté, Poussin nous interroge de manière stoïcienne, métaphysique. De l'autre côté, Rubens, lui, nous implique en tant que spectateur face au tableau dans une expression donc par la couleur, par la violence et par le mouvement. Donc ces deux problématiques, en fait, d'un côté, d'une manière classique, cette lecture apollinienne de l'art autour du concept, du dessin et de l'idée. De l'autre côté, une lecture dionysiaque avec Rubens, la couleur, le mouvement et l'expression. Juste pour continuer cette évolution, un sujet vraiment extrêmement important, c'est avec l'art flamand, et ici par exemple un tableau de Roger van der Weyden, donc, qui est né de la région, qui est né à Tournai. Ce qui va être intéressant, ce que je veux mettre en avant par rapport à cette œuvre ici, c'est tout d'un coup cet éloge de l'individu. C'est-à-dire qu'à la différence de l'idéalisation qu'on avait dans la peinture italienne, les Flamands vont faire rentrer l'individu, vont faire rentrer le présent dans l'histoire sacrée. Donc ici, ils vont même faire rentrer l'artiste même, c'est-à-dire autour de, ici, Saint-Luc représentant la Vierge, mais pourquoi pas n'y voir quasiment une sorte d'autoportrait même de Roger van der Weyden à l'intérieur de l'œuvre. Donc tout d'un coup, cette idée que le présent, au fur et à mesure, va apparaître à l'intérieur du tableau. Ce présent, il est d'autant plus évident quand on voit un des chefs-d'œuvre de Van Eyck, donc les fameux Époux Arnolfini, où il y a beaucoup de lectures, bien sûr, sur cette œuvre. Il y a même des théories qui y voient un autoportrait de Van Eyck et de sa femme.
Dans une lecture liée au futur, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que ce tableau, finalement, on y pense aussi que c'est un contrat de mariage. Donc, il y a toute une lecture, bien sûr, évidente de l'œuvre, extrêmement savante sur chaque symbole représenté et qui a un sens tout à fait important. Mais dans l'idée du futur, on voit aussi dans ce contrat de mariage, on voit donc cette femme qui, en tenant son ventre, nous montre qu'elle est aussi enceinte, quelque part. Et puis surtout, dans cette fameuse signature qu'on a au fond du tableau, au-dessous du miroir, où se reflète le peintre en train de peindre, cette idée que Jan van Eyck était ici, donc cette idée du présent de l'artiste qui se met en scène à l'intérieur même du tableau. Cette évolution va de l'art flamand vers la Hollande prendre une autre possibilité, donc cet éloge, on va dire, de l'individu autour d'une peinture marquée, bien sûr, en Hollande par le protestantisme, et donc, tout d'un coup, d'une sacralité dans la vie de tous les jours. Mais là, donc, on a une brave, on pourrait dire une sorte de nourrice qui allait son enfant, mais au fur et à mesure, on comprend bien sûr qu'à l'intérieur de cet acte tout à fait, qui nous plonge dans le présent, qui nous plonge dans le plus profane, finalement, on peut aussi apporter une lecture sacrée quand on voit les différents éléments qui sont mis ici. Et donc, c'est tout d'un coup d'une scène d'une petite nourrice, on y voit en même temps une relecture d'une vierge à l'enfant. Cette évolution, si vous voulez, du présent qui rentre dans la peinture, on l'a aussi, bien sûr, ici, je vous mets le cas d'un côté Rembrandt et de l'autre côté Vermeer, mais donc, en même temps, on a une idéalisation d'un côté comme de l'autre. On voit aussi une certaine théâtralité, cette fameuse jeune fille à la perle avec son ruban à la turque, ou ici ce portrait de Saskia avec ce voile qu'il a fait en sorte de fiancée juive. Mais ce qui m'intéresse en vous montrant ces deux tableaux, c'est une autre problématique qui va être extrêmement importante. C'est d'un côté, pour l'artiste, face à la toile vierge, d'un côté, il va être dans le signe, de l'autre côté, il va être dans l'espace. Ça va être une des grandes problématiques de la peinture. Là, Rembrandt est dans le signe, dans le côté beaucoup plus existentialiste. De l'autre côté, Vermeer va être plus dans l'espace. Si on continue cette évolution, on pourrait imaginer dans la peinture hollandaise un rapprochement, par exemple, d'un côté Van Gogh, qui va être évidemment dans le signe, ou de l'autre côté Mondrian, qui lui va être dans l'espace. Et c'est une des d'autres problématiques qui va être mise en avant. Donc d'un côté, ce que je voulais dire dans cette introduction sur le dessin, la couleur, le côté apollinien, le côté dionysiaque, et en même temps le rapport d'un côté dans le signe et de l'autre côté dans l'espace. Tout ça, en fait, pour arriver, je fais tout un saut autour du XVIIIe siècle qui pourtant permettrait d'avoir des sujets très intéressants autour de la problématique du passé, du présent et du futur, pour en arriver à Manet. Et pourquoi particulièrement à Manet? Parce qu'on aime à dire que c'est avec Manet que naît la peinture moderne. Alors pourquoi Manet? Parce que finalement, ce tableau donc, nous plonge dans la réalité la plus crue. C'est-à-dire que quand on représentait des nus dans la peinture classique, elles étaient toujours liées à l'Antiquité ou à l'histoire sacrée ou à une lecture idéale. Là, tout d'un coup, avec Manet, il nous plonge devant un personnage cru, blanc, qui n'est pas justement une beauté idéale. Elle a les jambes trop courtes, les seins trop petits, le menton carré. On sait que c'est Victorine Meurent, son modèle, et il la représente nous regardant, nous faisant face de manière extrêmement arrogante, quelque part. Elle lève la tête, elle n'a pas peur. Et en même temps, ce qui nous dérange aussi, c'est que tout est peint avec la même intensité, que ça soit, il n'y a pas d'harmonie véritablement, tout a la même violence. On a vraiment l'impression d'être devant une scène de bordel. Donc on voit cette prostituée arrogante qui, en plus, au milieu du tableau, vous voyez cette main qui est la seule d'ailleurs qui est travaillée avec une certaine modulation, mais qui nous montre plutôt qu'elle nous cache. On voit tous ces petits chefs-d'œuvre accumulés les uns à côté d'autres, dont ce fameux bouquet de fleurs qui est un petit tableau en soi. Et on voit aussi ce chat complètement à la queue tendue, donc qui renvoie bien sûr à l'érotisme de l'œuvre. Et on voit aussi cette mixité entre cette prostituée blanche et cette servante noire qui est présente dans le tableau. Ce qui est intéressant, c'est que cette œuvre, bien sûr, elle nous renvoie donc au présent, mais chez Manet, ce qui est fort, c'est que ce présent est bien sûr lié
à une culture de l'art. Et si l'œuvre, elle a été un tel blasphème, elle a quand même fait le scandale du salon de 1865. Les gens venaient en mettant des coups de parapluie sur le tableau, riaient, se moquaient en disant que c'était une honte d'oser montrer une prostituée comme ça en pleine réalité. C'est qu'en même temps, si c'est un blasphème, c'est qu'il renvoie à l'histoire de l'art. Donc, bien sûr, Manet s'est inspiré de la fameuse Vénus d'Urbino de Titien, mais quand on voit la Vénus d'Urbino, elle est belle, elle est onctueuse, elle a un côté idéal, c'est vraiment la jeune épousée, avec derrière les servantes qui sont prêtes donc à ramener son manteau, sa robe pour la cacher, et elle n'a pas un chat qui envoie à côté d'elle, mais au contraire un chien qui est donc une sorte de symbole de fidélité. Chez Titien, il était déjà lui inspiré de son maître Giorgione avec la fameuse Vénus endormie de Dresde. Et en même temps, chez Manet, il y a cet intérêt aussi pour la peinture espagnole, que ça soit d'un côté avec Velázquez, de l'autre côté avec Goya. Mais on n'a pas ce romanesque qu'on peut avoir dans l'œuvre de Velázquez, ou cette grâce qu'on a dans l'œuvre de Velázquez, ou encore ce désir qui peut naître de l'œuvre de Goya. Ce qui va retenir de Goya et de Velázquez, c'est la provocation, mais pas du tout justement la beauté des corps. Et on peut aussi voir un pied de nez justement à David avec l'œuvre de Manet. Donc avec cette-là, on est dans une relecture néoclassique, donc justement de la beauté vécue comme une sorte d'idéal romain. Et qui va donner lieu après à l'idéal par Ingres, qui lui découpe, si on veut, différents personnages pour créer une beauté idéale. Donc, elle a la tête du Raphaël, elle a le corps d'un Corrège, elle a les pieds d'une sculpture grecque, et il réinvente un corps. Et on voit bien que quand on repasse, si vous voulez, sur l'Olympia, on voit bien la différence essentielle, où là, on est face à une sorte de photographie et qui est beaucoup plus choquante et novatrice. Cette évolution, justement aussi, chez Manet, c'est que c'est la fin de l'imaginaire. C'est-à-dire par là que quand on est devant un chef-d'œuvre de Delacroix comme celui-là, on est en pleine création baroque, en plein monde réinventé, on est dans une sorte de conte des mille et une nuits, alors que chez Manet, il nous plonge en plein 19e siècle dans une réalité les plus crues. Donc l'invention de la modernité, c'est aussi cette fin de l'imaginaire. À l'époque, le tableau qui est présenté à côté de l'Olympia, c'est ce fameux nu de Cabanel, dont on a d'ailleurs un très beau exemple au Palais des Beaux-Arts de Lille, et c'est le tableau que va choisir Napoléon III pour la galerie, pour sa propre galerie, et il va être en extase devant cette beauté épurée, cette sorte de pré-raphaélite, mais avec le temps, on voit bien aujourd'hui qu'il n'y a aucune modernité dans ce tableau, on est vraiment dans une sorte de porcelaine, on est dans une peinture quasiment de Limoges, on pourrait dire ce corps ne peut pas tenir sur l'eau. Enfin, c'est vraiment une sorte d'idéalisation du corps, et on voit que la différence qu'a provoqué Manet. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir comment l'évolution, si vous voulez, du tableau de Manet va marquer, si vous voulez, les différentes grandes histoires du nu à partir de là. Alors, on va passer juste en revue. Là, je vous ai mis un nu de Jean Fautrier, un des artistes extrêmement importants de la seconde moitié du XXe siècle, où chez Fautrier, le nu, justement, lui, ça devient une griffure et c'est quasiment un dessin rupestre. C'est l'époque où on redécouvre les grottes de Lascaux, c'est l'époque justement de l'art pariétal, et donc tout d'un coup, il imagine cette Olympia comme si on avait pu la découvrir au fin fond d'une grotte préhistorique. Pareil, par exemple, avec Jean Dubuffet, qui, dans toute sa série des années 50, autour du corps de dame, va s'amuser à travestir les grands nus de l'histoire de l'art. Et là, tout d'un coup, l'Olympia devient une sorte de cuisine, une sorte de plat de nouilles. Et donc là, c'est encore un pied de nez encore plus grand. Mais là aussi, en voulant se moquer de Manet, quelque part. Autour de mai 68, avec un artiste comme Christian Zemmert, lui, il reprend l'Olympia, mais il lui coupe la tête et il lui greffe
Donc, vous voyez des jeunes révolutionnaires de mai 68 à l'intérieur du corps, et le corps autour d'elle devient donc tout ce monde de Napoléon III qui est en train de péricliter, où on arrache la tête des différents personnages, et donc dans une lignée quasiment. Donc, on utilise, si vous voulez, cette œuvre comme un symbole qu'on aime à décliner, et sur différents thèmes. Alors ici, d'un point de vue révolutionnaire, ou chez un artiste comme Gérard Schlosser, justement, lui, il refocalise simplement sur un détail et il réinvente, si vous voulez, encore plus de présence. C'est-à-dire que Schlosser était très influencé par l'œuvre de Manet, mais il l'a trouvée encore trop mythologique. Donc, pour la rendre encore moins mythologique, il s'intéresse donc au tissu, aux textures. Donc ici, avec ce fameux velours et cette technique quasi photographique, et cette vision déjà du crop top avant tout le monde. Et quand on reprend, si vous voulez, cette image donc de l'Olympia, aujourd'hui, avec des artistes comme Pierre et Gilles, ils reprennent cette iconographie pour là mettre en avant donc une star du cinéma érotique, et en faisant une sorte de héros moderne, une sorte de Malabar, de Playboy, et en jouant là, donc ce n'est plus le chat ou le chien qui était présent, mais des petits lapins Duracell pour montrer la prouesse physique du personnage. Aujourd'hui, dans une relecture justement, dans une déconstruction de l'œuvre de Manet, il y a eu une exposition extrêmement importante qui s'est tenue au Centre Pompidou autour de la représentation des Noirs dans l'histoire de la peinture. Et donc, en reprenant le thème même de l'Olympia, le sujet n'était plus donc Victorine Meurent, l'Olympia, mais Laure, c'est-à-dire la servante qui est présente dans la scène, parce qu'on a quasiment beaucoup plus écrit sur le petit chat de l'Olympia que sur la servante. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ça implique une mixité sociale, ethnique à l'intérieur du tableau, et qu'aujourd'hui, on a fait toute une étude pour savoir qui était Laure. On sait que c'était qu'elle a posé pour beaucoup d'artistes, et donc là, ici, un portrait de Laure aussi par Manet, et ça va donner lieu, si vous voulez, à des relectures encore, ici, par exemple, autour du pop art, avec Larry Rivers, qui inverse la situation, où tout d'un coup l'Olympia n'est plus cette beauté, mais devient une femme noire, donc une sorte de… On faut bien sûr penser aussi à Baudelaire quand on pense à l'Olympia, donc on peut penser bien sûr aux fleurs du mal, donc on pourrait ici là, y voir quasiment une Jeanne Duval qui aurait pris le dessus sur l'Olympia. Et pour finir, en fait, sur ce tableau d'Elisabeth Colomba, qui est une jeune artiste des Caraïbes, qui s'est intéressée vraiment de près au personnage de Laure, et qui ici la représente donc sortant de chez elle pour aller poser chez Manet. Donc là, elle fait un tableau, une sorte de pastiche de tableau du 19e siècle. On pense à Caillebotte, mais donc c'est une revalorisation donc, de ce personnage qui était comme subalterne du tableau. Donc tout d'un coup, la servante, tout d'un coup, devient le sujet même du tableau. Donc ce qui est intéressant, c'est dans cette déconstruction en fait, qu'on peut faire du tableau de Manet, c'est de voir en quoi il était lié, en nous présentant le présent en même temps à une culture du passé, et en quoi aujourd'hui il a encore une actualité, une réactualisation en fonction des artistes contemporains. Et aussi, aujourd'hui, autour d'une lecture féministe du tableau, il y a les fameux Guerrilla Girls, qui étaient un groupe qui s'est constitué aux États-Unis dans les années 70 et qui ont commencé justement à critiquer l'exploitation du corps féminin à l'intérieur des musées, et qui sont donc à dire, est-ce que les femmes ont besoin d'être nues pour être au Met, au Metropolitan Museum, et en faisant donc ils ont fait une campagne publicitaire sur tous à l'époque dans le métro et les bus à New York, mais en même temps un petit peu partout dans le monde en fonction des expositions, en disant qu'il n'y avait que simplement 3% des artistes femmes dans les musées, et que 83% des tableaux représentés étaient des nus féminins. Donc, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que cette relecture, enfin, du moins, cette contemporanéité du tableau de Manet nous interroge encore aujourd'hui et d'un point de vue tout à fait actuel. Je passe, parce qu'on va passer un petit peu en revue l'évolution de l'histoire de l'art, donc toujours autour de cette thématique, autour du dessin, de la science et ainsi de suite, mais pour arriver plus au sujet contemporain. Donc, je vous mets juste une évolution donc autour du présent
chez Seurat, et d'un présent exceptionnel dans le sens où, aussi bien dans ce qu'il représente que dans la technique même, avec son intérêt pour la science et les théories de Chevreul et donc le néo-impressionnisme. Chez Gauguin, avec cette vision de l'ailleurs, donc d'un renouveau aussi de la peinture, qui va donner lieu à l'expression par la couleur chez Matisse, ou un renouveau des formes chez Picasso, pour arriver au mouvement, si on veut, avec les futuristes italiens, ou encore à la naissance de l'abstraction avec Kandinsky, une abstraction géométrique avec Lissitzky. Mais tout ça, sinon on y sera encore demain. Et en même temps, pour finir autour de Max Ernst et du surréalisme et du pouvoir donc onirique qui va être mis en place avec toute l'imagerie surréaliste. Mais pour arriver, si vous voulez, un peu au cœur du sujet, qui est donc, si vous voulez, cette naissance de l'art contemporain avec cet acronyme qui n'est pas de moi, mais du critique d'art Bernard Lamarche-Vadel, qui donc a inventé cet acronyme de magie autour donc de Marcel Duchamp, Andy Warhol, Joseph Beuys et Yves Klein. C'est vraiment les 4 piliers de tout ce qui va être l'art contemporain à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Duchamp qui remet en question l'art dans toute sa splendeur avec le déplacement de l'objet. Je ne vais pas m'attarder sur l'œuvre de Duchamp aujourd'hui, mais juste avec cette idée centrale qui est que c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Donc c'est nous, avec notre culture, notre savoir, qui interrogeons l'objet et qui en même temps remettons en cause justement toutes les différentes académies autour du dadaïsme et de l'absurde chez Marcel Duchamp. Andy Warhol, avec simplement cette idée que je veux être une machine, donc tout d'un coup, la multiplicité de l'œuvre d'art, c'est-à-dire on dépasse le simple fait de l'œuvre unique et en même temps le traitement d'images quotidiennes et d'images populaires saturées par la couleur, et cette idée d'une création d'une nouvelle icône, donc cette Marilyn qui devient dans une lecture très pieuse chez Warhol, une sorte de nouvelle Marie quelque part. Et l'idée que, justement, elle va se diffuser comme une icône. Joseph Beuys, qui, lui, va retravailler autour de toute la problématique de l'art allemand et qui, après la Seconde Guerre mondiale, va avoir le lourd fardeau, justement, de redonner une place à l'art allemand et en réinterrogeant toute la culture romantique allemande autour de la nature, autour de la montagne, autour des éléments, et avec cette idée que tout être humain est un artiste, qu'en tant que corps, que dynamique de chaleur, on devient un artiste, et que la pensée, la verbalisation devient une sculpture sociale. Et Yves Klein, donc, qui va lui signer l'espace, qui va signer par le monochrome l'idée qu'on va pouvoir représenter et produire l'infini. Là, j'ai cette phrase-là, je pense à Jean-Luc Godard et la dernière phrase du Mépris, qui est justement devant un monochrome d'Yves Klein, où c'est Fritz Lang qui filme donc la mer et le ciel, et cette citation des vers de Rimbaud qui dit « Elle est retrouvée, quoi ? L'éternité, c'est la mer allée avec le soleil ». Donc cette idée de rimbaldienne aussi, d'une architecture de l'air qu'on a chez Klein, et d'une vision de l'infini, et d'une lecture tout à fait renouvelée de la problématique du monochrome. Mais tous ces artistes vont être mis en place à l'époque justement par la critique d'art. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on était face à des artistes qui sont nourris justement par la pensée et qui sont nourris par les penseurs. Donc ici, un livre très intéressant autour de l'histoire de la critique d'art en France, et vous avez différents personnages qui vont marquer et qui continuent de marquer l'histoire de l'art, donc Jean Clair, Pierre Restany, Bernard Dorival, et pour finir avec Michel Ragon, et chacun aura une spécialité. Donc si on prend surtout ce personnage
en haut au milieu avec ses moustaches, donc le fameux Pierre Restany, qui va être justement le théoricien de toute la problématique d'Yves Klein et des nouveaux réalistes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une idée que finalement, la peinture, la création, les artistes vont être défendus justement par des penseurs et que c'est eux qui vont donner corps à cette nouvelle géographie de la création. Mais des critiques d'art vont être aussi épaulés par des grands commissaires d'exposition. Donc ici, je vais vous mettre en une sorte de catalogue de quelques grands commissaires d'exposition incontournables qui ont été, si vous voulez, les grands défenseurs de l'art contemporain de l'après-guerre. Je commence par Harald Zeeman, qui était vraiment l'idée de Harald Zeeman comme commissaire d'exposition, c'était que le commissaire devenait un artiste. C'est-à-dire qu'il utilisait les différentes œuvres ou créations pour devenir lui-même aussi un artiste. Il va être le conservateur du musée de Berne, en Suisse, et il va être très influencé justement par la pensée de Paul Klee, parce que c'est une des plus belles collections de Paul Klee à Berne. Et il va surtout commencer son intérêt sur l'art autour de la maladie mentale, autour de ce qu'on a appelé l'art brut, et il est un des premiers à avoir remis en avant la collection de Hans Prinzhorn, qui était un historien d'art et neurologue, qui a fait une collection extrêmement importante dans les années 20 autour de l'art brut. Donc ici, je vous présente une œuvre d'Adolf Wolfli, qui est donc un des premiers grands artistes reconnus comme art brut. Donc ça, c'est aussi tout un travail qu'on peut voir ici autour du musée de Villeneuve-d'Ascq, au lac, avec toute où d'ailleurs la collection Prinzhorn avait été montrée. Mais donc, Harald Zeeman, il va commencer par s'intéresser. Ce qui est intéressant avec ces différents commissaires que je vais vous montrer, c'est un intérêt aussi pour différentes minorités. Et c'est-à-dire comment on va, si vous voulez, casser après la Seconde Guerre mondiale cette idée des académies, même si vous voulez, cette relecture de l'art mise en place par Picasso et par Matisse va être remise en question à partir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, d'un intérêt d'abord autour des artistes et des malades mentaux, de l'idée aussi du happening. La première installation importante de Christo et de Jeanne-Claude, c'est Harald Zeeman qui leur recommande. Et qu'est-ce que c'est? C'est ils emballent le musée. Donc, c'est vraiment extrêmement symbolique. C'est-à-dire que tout d'un coup, le musée, c'est plus ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est son architecture, c'est justement ce qu'il symbolise qui devient une œuvre d'art. Et en même temps, c'est l'idée d'une conservation et en même temps d'une installation. Donc, c'est vraiment aussi l'idée chez Harald Zeeman du décloisonnement, c'est-à-dire qu'on va quitter le lieu sacro-saint du musée, on va l'emballer, ou on va aller jusqu'à faire une exposition extrêmement importante qui est quand les attitudes deviennent formes, où tout d'un coup, les artistes sont invités à exposer dans la rue même. Donc ici, c'est les premières installations de Buren, donc sur une simple pissotière. Il faut savoir d'ailleurs que Buren avait été embarqué par la police pour avoir osé accrocher ces fameuses bandes dans la ville. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant chez Harald Zeeman, c'est que tout d'un coup, tout devient sujet, tout devient création, et on n'est plus simplement dans un musée classique. Et c'est lui qui va aussi mettre en avant, avec la fameuse exposition qu'il va réaliser à la Documenta de Cassel, tout ce qu'on va appeler l'arte povera et l'art conceptuel, c'est-à-dire tout un mouvement né après la Seconde Guerre mondiale, un mouvement, donc l'arte povera, donc un art pauvre, un art fait de rien, un art fait de résidus, un art fait en fait comme si on avait redécouvert des antiquités, comme la Renaissance découvrait les antiquités cassées, comme la Vénus de Milo, sans bras ou quoi que ce soit. Là, tout d'un coup, c'est les résidus de la société occidentale capitaliste qui vont être mis en avant autour de différents symboles et avec presque rien. Et donc, toute cette idée aussi d'une idée d'un art conceptuel qui va être mis en avant autour des années 70 avec des artistes comme Mario Merz, comme Boetti, comme Richard Serra, dont vous connaissez sûrement les grandes structures métalliques, ou encore aujourd'hui un qui est très, très… des gens comme Paolini, ou enfin, toute une série d'artistes qui sont encore extrêmement présents. Et tout ça va exister en fait avec une exposition extrêmement importante. Il y a deux grandes messes qui existent dans le monde de l'art contemporain, qui sont la Documenta de Cassel, qui se passe tous les 4 ans dans la ville de Cassel, et la Biennale de Venise. Et donc, Harald Zeeman va d'ailleurs être commissaire des deux expositions. Et cette fameuse Documenta
numéro 5 de Cassel de 1972 va être, si vous voulez, le point d'orgue de toute cette idée d'un art conceptuel qui va être mis en avant. Par exemple, ici, avec Joseph Beuys, qui organise un combat de boxe, et l'œuvre d'art, justement, c'est ce combat de boxe avec comme juge, comme arbitre, un autre artiste. Le tout, vous voyez, entouré d'œuvres de Ben, donc autour d'un questionnement de qu'est-ce que peut être la peinture, mais tout à coup, l'art devient une action sociale, n'est plus simplement un simple tableau, une simple sculpture, ça devient l'être humain lui-même, l'artiste qui devient le sujet. Et par exemple ici, donc pour continuer sur Beuys avec son œuvre, où c'est simplement des tableaux sur lesquels il écrit sa pensée. Et donc l'idée, c'est que justement, la pensée, la parole devient une sculpture sociale, une sculpture plastique, ou encore les artistes conceptuels de Art and Language, qui sont donc, il y a eu une grande exposition d'ailleurs ici au Lac il y a quelques années, et qui, eux, s'interrogent sur la mémorisation, sur la réflexion, et avec vraiment des objets complètement du quotidien, donc simplement des fichiers ici mis en scène, et donc dans une sorte de froideur totale et d'une interrogation conceptuelle de la création. Richard Serra, dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure, donc vous voyez aussi, donc chez Richard Serra, lui, c'est l'intérêt pour l'espace, donc c'est l'occupation même de l'espace qui devient une œuvre d'art, mais en même temps, donc on voit aussi cette symbolique, on y voit une croix, on peut y voir une sorte de croix de Saint-André, il y a toute une symbolique en fait à découvrir, et qui est que justement, on parlait de Duchamp, c'est donc le spectateur qui fait l'œuvre, et l'idée aussi d'utiliser des objets industriels. Donc on peut aussi penser justement aussi à Duchamp là-dessus. Donc cette radicalité qui va être mise en avant autour des années 70, on la retrouve aussi autour du land art, par exemple, avec un artiste comme Richard Lang. Mais ce qui m'intéressait, c'est vous le montrer en même temps des symboliques très fortes. Ici, on est dans la croix, ici, on est dans le cercle, donc on est dans des objets ou dans des figures géométriques extrêmement symboliques. Ici, on a une sorte de cercle magique qui pourrait nous faire penser justement au cercle de pierre qu'on a dans les cultures celtes, ou comme là, on a bien sûr cette croix qui renvoie aussi donc à la crucifixion. Donc, derrière ce rien, finalement, c'est à nous d'y mettre du tout. Autre conservateur extrêmement important et commissaire vraiment essentiel de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est Jan Hut, qui était vraiment, lui, vécu comme le pape de l'art contemporain et qui travaillait à quelques kilomètres d'ici, au SMAC de Gand, donc au musée d'art actuel à Gand, et qui, lui, va mettre en avant, si vous voulez, l'art autour d'une confrontation. Il aimait à dire que voilà, le musée est à l'occasion de provoquer des confrontations qui fonctionnent et offrent des contrastes. Et donc, ce qui l'intéresse, si vous voulez, quand on voit cette image que j'ai mise de Jan Hut avec ses gants de boxe, pareil que Joseph Beuys, c'est l'idée que l'art est un combat et que d'une manière ou d'une autre, on doit y laisser sa peau. Et cette idée aussi que le musée, donc voilà, c'est la dernière phrase, qui n'est pas un lieu pour célébrer, mais au contraire un lieu de réflexion permanente, un lieu de remise en cause, un lieu de création totale. Et ça va être justement sa grande exposition qui s'appelle Chambre d'amis, où là, il va décloisonner le musée et exposer chez les gens. C'est-à-dire que là, c'est dans un couloir où il fait une installation de Joseph Kossuth, mais ici, dans une chambre, il invite Buren à faire une installation. Donc, le spectateur était invité à voyager à l'intérieur de la ville de Gand pour découvrir différentes œuvres in situ, mais surtout pas au musée. Et quand il va travailler aussi, outre, il y a eu cette idée de décloisonnement, de combat, et l'idée aussi chez Jan Hut, très important, de remise en valeur du local et des artistes de la région, de sa région, de ces artistes flamands. Il va être à l'origine de la mise en avant d'un artiste comme Panamarenko. Panamarenko est vraiment un artiste qui mériterait aujourd'hui sur cette idée de osons le futur. Il pourrait être un sujet à lui-même, parce qu'il aimait à dire quelque part qu'il fallait qu'on soit, l'artiste devait être une sorte de scaphandrier et une sorte de cosmonaute, c'est-à-dire qu'il devait descendre aux assises du monde pour remonter jusqu'en dans les étoiles. Donc, il va créer des fausses navettes spatiales, il va créer des faux sous-marins, il se fait une sorte de nouveau Léonard, créant des bâtiments qui sortent un peu comme si du monde de l'Allemagne de l'Est. Et là, une photo tout à fait extraordinaire de cette installation qu'il avait faite avec des soucoupes volantes, des zeppelins, fait à base de rien.
Dans son intérêt, Yann Hout, je vous parlais donc d'artistes donc venus de Panamarenko, il était d'Anvers, ou encore Luc Tuymans, qui est un des artistes importants de l'art contemporain actuel, qui lui vient de Gand et qui nous interroge, lui, sur différents personnages, différentes culture et créer une sorte de trouble, que ça soit ici autour d'un portrait de Lumumba ou comme ici une sorte de petit enfant sorti d'Allemagne année zéro. Donc une sorte de trouble mis en place par la peinture. Mais surtout, ce qui est intéressant chez Yann Hout, c'est l'idée d'avoir travaillé avec d'avoir mis en place des artistes locaux et leur donner une visibilité internationale. Autre exposition extrêmement importante qu'avait organisée Yann Hout à Gand, c'est la fameuse exposition Open Mind, circuit fermé, où il a aussi interrogé, par exemple, la problématique de l'abstraction en confrontant des choses. Donc, c'est-à-dire ici un tableau d'André Masson surréaliste confronté à un dripping de Jackson Pollock. Jackson Pollock a toujours dit qu'il s'était influencé de Masson, mais c'était tout à fait rare qu'on voyait une confrontation directe. Et dans cette idée que va avoir Yann Hout autour de ces confrontations, ça va aussi le mener autour de la présentation de l'art brut et de la maladie mentale, avec ici deux pièces, par exemple, une de Aloïse extrêmement connue et une pièce de Jules Leclerc dont il y avait eu une rétrospective il y a quelques années encore à la Cato. Mais il s'intéresse justement aux grands piliers de l'art brut, mais il va ouvrir aussi justement à l'international autour du folk art, avec par exemple ici Martin Ramirez, qui est un des artistes importants de l'art brut mexicain, ou encore Bill Taylor, qui lui sortait du Mississippi et de Louisiane, avec toute cette problématique autour de l'art brut et du folk art américain. Yann Hout va être aussi extrêmement important dans la reconnaissance de ce qu'on appelle le lowbrow art, c'est-à-dire un art issu de la bande dessinée, issu du pop art, avec ici par exemple l'exemple de Robert Williams, ou encore ici de Gary Panter, qui est lui issu plus de la musique, du monde punk, du monde alternatif, du graffiti. Donc d'un côté, je vous ai parlé d'Harald Ziman, de côté, je vous parle de Yann Hout, et cette lecture via des commissaires d'exposition, un des grands commissaires d'exposition français qui est toujours vivant et qui travaille là sur des expositions tout à fait exceptionnelles, c'est Jean-Hubert Martin, qui avec l'exposition des magiciens de la Terre, lui, va toucher à d'autres minorités et va travailler autour de la globalisation du monde de l'art. Donc là, le commissaire va apparaître comme un ethnologue. Cette image que vous avez à droite, c'est d'un côté ce grand cercle qui a été réalisé par Richard Lang, qui est confronté à des constructions aborigènes. Donc c'est un art, on va dire, occidental face à un art issu des cultures aborigènes, donc plus primitives, on dira. Cette exposition a été vraiment extrêmement importante parce que cette exposition des magiciens de la Terre reste un des symboles de l'ouverture du monde occidental à toutes différentes sources. Donc là, vous aviez justement cette terre qui planait au-dessus du centre Pompidou. Et donc, c'est une terre tout à fait nouvelle parce que tout d'un coup, c'est plus la carte qu'on voit, mais c'est les vents, c'est les nuages. Donc, elle a une lecture beaucoup plus, on va dire, universelle. Et l'exposition était tout à fait étrange. Elle ressemblait à une sorte de bazar avec une accumulation d'œuvres exposées, vous voyez, un peu comme dans une braderie, si vous voulez. Et en même temps, il y avait donc toute une installation à l'intérieur du centre Pompidou, avec en même temps l'ouverture autour d'artistes asiatiques. Ici, Teshigara qui avait construit toute une sorte de parcours à l'aide de bambou. Et surtout, l'exposition continuait jusqu'à la Villette, où il y avait toute une série d'artistes africains qui n'avaient jamais été montrés jusqu'alors à Paris. Et ça a été vraiment, si vous voulez, une exposition essentielle et constitutive d'une relecture vraiment de l'histoire de l'art. Ceci va donner naissance justement à la pensée d'un philosophe et d'un ethnologue comme Philippe Descola, dont je vous conseille son dernier ouvrage, Les formes du visible, où qui détermine, autour de différentes ontologies, ce qu'il appelle des ontologies, si vous voulez, en tant qu'ethnologue, différentes modes de création, si vous voulez, de modes de pensée des images. Et il détermine en fait 4 types d'ontologies qui sont l'ontologie naturaliste, qui est celle qui est le plus proche de nous, autour de l'art occidental, une ontologie animiste,
une ontologie totémiste et une ontologie analogiste, et qui sont finalement un peu liées aux différents continents, aux différentes structures de la création des images, que vous pouvez comprendre en voyant simplement la couverture de son ouvrage. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces différentes ontologies, eh ben, aujourd'hui, elles se mélangent. Et donc, c'est vraiment une nouvelle lecture de l'histoire de l'art autour de l'ethnologie, avec des mises en place, dont, par exemple, la Fabrique des images, qui avait été une exposition très importante, qui avait été montée au Musée des Arts Premiers au Quai Branly. Dans cette continuité justement de cette relecture de l'art contemporain autour de différents continents, un mot sur Catherine Grenier, qui est aujourd'hui conservatrice du musée de la Fondation de Giacometti à Paris, et qui, avec cette exposition Modernité plurielle, avait présenté à l'intérieur du Centre Pompidou toute une relecture de l'art. Par exemple, au lieu de mettre Picasso en avant, on allait mettre Wilfredo Lamm. C'est-à-dire qu'on refaisait un basculement, si vous voulez, de la problématique de l'histoire de l'art. Et donc, on réinterrogeait le présent, justement, avec un artiste non pas classique comme était devenu Picasso, mais un artiste cubain extrêmement important. Et c'était toute une relecture, si vous voulez, autour de différentes minorités. Alors, c'était par exemple, au lieu de mettre, je ne sais pas, Yves Tanguy ou Max Ernst, on travaillait autour de Roberto Matta, autour du surréalisme. Et dans l'abstraction, par exemple, ici, un tableau de Jean-Michel Atlan, un des immenses peintres abstraits des années 60, qui lui venait de Constantine, donc d'origine algérienne, la mise en avant d'un art brut aussi marocain avec le travail de Baya, le travail aussi de Odongo, donc de mise en avant justement de l'art africain. Ou encore, c'est la première fois qu'on voyait justement des œuvres sortir d'Iran, ou encore donc avec le travail de Zendourou, là, c'est cette grande forme arrondie. Voilà, l'image n'est pas bonne, mais il travaille à partir d'alphabet, à partir d'écriture, ou encore l'art contemporain marocain avec Farid Belakia. Autre commissaire essentiel, vraiment, qui vient de disparaître il n'y a pas très longtemps, mais qui était un des personnages vraiment qui a renouvelé complètement la carte de l'art moderne et contemporain, c'est Okwe Nwezor. Okwe Nwezor était né au Nigeria et il a fait sa carrière essentiellement donc aux États-Unis. Il a été le commissaire donc ici de la Documenta et aussi le commissaire de la Biennale de Venise. C'est assez exceptionnel, hein. Il n'y a que Harald Ziman et Okwe Nwezor qui avaient eu ce privilège. Et Okwe Nwezor va être vraiment à l'origine de toute la relecture de l'art contemporain en Afrique. Tout d'abord, il a créé cette revue qui s'appelle Nka, qui veut dire en dialecte, je ne sais plus d'où, création, art, faire. Et cette revue va vraiment être une révolution dans la pensée contemporaine, parce qu'il va justement travailler autour de toute l'avant-garde africaine et mettre en avant des artistes qui n'avaient jamais été montrés. Et c'est surtout, tout ça va commencer avec cette fameuse exposition Insight African Photographer qui va avoir lieu au Guggenheim en 1996, où il va mettre en avant toute la photographie contemporaine venue d'Afrique. Ici, deux images. D'un côté, Seydou Keita, qui est un peu plus connu maintenant, qui est disparu il y a quelques années, et à côté, Samuel Fosso. Samuel Fosso est un photographe camerounais extrêmement engagé et qui s'amuse, si vous voulez, à reprendre les grands codes du monde noir où c'est toujours lui qui pose. Donc ici, vous avez bien sûr donc le boxeur Mohamed Ali qui se transforme en nouveau Saint-Sébastien, lié à tout son destin de boxeur et d'homme engagé, mais l'artiste qui pose, c'est Samuel Fosso, c'est un autoportrait. Donc d'un côté, Seydou Keita qui va travailler, lui, sur le côté extrêmement graphique. On voit une tradition de la photographie, on pourrait penser à Richard Avedon, mais quand Richard Avedon photographie, je ne sais pas, Truman Capote ou Andy Warhol, lui, il photographie des anonymes de son village et tout un jeu autour du noir et blanc, du côté graphique, vraiment une photo extrêmement travaillée, extrêmement graphique, comme je dis.
Ou encore, revenir pour Samuel Fosso, qui lui se travestit dans tout, si vous voulez, les grands modèles de l'activisme connu, donc aussi bien d'un côté Angela Davis, de l'autre côté Malcolm X. Il y a aussi il y a un gag quelque part aussi, et l'idée d'une relecture complètement moderne, mais ça va être justement cette mise en scène où là, il se met en Martin Luther King, en Aimé Césaire, enfin les images que je viens de vous montrer, mais ça va très loin parce qu'actuellement, Fosso, lui, se travestit, donc si vous voulez, ici en Mao, pour montrer la place, si vous voulez, du colonialisme aujourd'hui chinois à l'intérieur de l'Afrique. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment les artistes contemporains, dans leur engagement plastique, renvoient aussi à des réalités politiques extrêmement importantes. Et il va jusqu'à justement se déguiser en grand chef, c'est-à-dire celui qui aurait vendu, si on veut, l'Afrique aux colons. Donc, un artiste extrêmement engagé, extrêmement important, Samuel Fosso. Autre photographe qui avait mis en avant Okwui Enwezor, un photographe extraordinaire, Ricardo Rangel, qui était lui un photographe de guerre, un photographe qui était proche de l'agence Magnum. Là, c'est toute une série d'images qu'il avait faites autour du mysticisme en Afrique. Mais en même temps, il avait travaillé sur l'alphabétisation. Enfin, c'était un photographe vraiment extraordinaire, mais beaucoup plus proche, on va dire, d'une photographie, on va dire, humaniste et de reporter. Et pour continuer autour de Okwui Enwezor, donc là, je vous ai parlé de ce qu'il avait fait autour de l'exposition de la photographie contemporaine. Ici, avec All the World's Future, voilà, Michel arrive pour le futur. Donc, c'est la fameuse exposition qu'il a réalisée à la Biennale de Venise en 2015, qui va être vraiment dans la continuité de ce qu'on a vu avec Catherine Grenier, une lecture de la globalisation du monde de l'art. Il va mettre en avant un artiste important qui s'appelle Bruce Nauman, qui est extrêmement reconnu pour son œuvre en tant que plasticien, mais aussi vidéaste. Et donc, autour de la rétrospective qu'il avait faite de Bruce Nauman, il va mettre en avant toute une série d'artistes qui n'avaient jamais été montrés. Par exemple, ici, Quizzy J, qui est un des fers de lance de l'art contemporain chinois. Donc, par exemple, ici, vous avez un des chefs-d'œuvre de Quizzy J, et où on voit cette tradition de la peinture chinoise, où on voit une sorte de paysage, on voit une sorte de cartographie, et on voit en même temps un personnage apparaître. Il y a une sorte de… Tout à l'heure, je vous parlais donc de ces ontologies de Discola, là, on a une sorte d'animisme, d'analogie des formes, et en même temps, qui redessine, si vous voulez, le monde d'aujourd'hui, ou qui, dans une main de Bouddha, justement, va justement revoir la destinée du monde. Donc, Quizzy J, vous avez sûrement vu aussi des photos de lui, c'est un artiste très, très important. L'idée aussi de mettre en avant de l'art des artistes féminins, donc ici avec Tiffany Chung, qui, elle, est d'origine vietnamienne, et elle qui travaille sur une sorte de cartographie des problèmes du monde occidental, enfin des problèmes mondiaux. Donc ici, c'est autour de différentes, la capitale de la Révolution, mais c'est surtout en fait, ce qui l'intéresse, c'est le déplacement des populations. Elle touche en fait à tous les problèmes d'immigration. Et donc là, c'est une certaine cartographie de la population dont on ne veut pas. Donc, vous voyez toute une cartographie liée avec l'exil des différents continents, entre l'Afrique, l'Europe ou le Moyen-Orient, qui touche aussi à un travail qu'elle a fait sur l'exode lié autour du Vietnam, parce qu'elle a été boat people, et donc de voir comment, si vous voulez, autour d'une donnée quasiment géographique, cartographique, elle transforme, si vous voulez ça, en œuvre d'art. Autre artiste extrêmement important qui va être justement, lui, une des stars actuelles, qui a été à l'origine découvert par Okwui Enwezor, c'est Barthélemy Togo. Barthélemy Togo, vous pouvez voir des œuvres de lui à la Galerie Lelon à Paris. Ça, c'était l'installation qu'il avait faite à la Biennale de Venise. Et donc, il avait créé des gros tampons tout à fait extraordinaires sur lesquels, en fait, étaient écrits des slogans qui renvoyaient à des problématiques d'injustice ou à des problèmes liés à l'exil.
Il est très connu justement pour tout son travail autour de l'exil. Donc ici, c'était une installation où vous voyez ce bateau rempli de tous ces sacs qui sont marqués justement par l'exil. Ou encore ici, cette image extrêmement émouvante on imagine ce personnage sur son vélo qui porte sa vie comme une sorte de fardeau autour de cette œuvre qui s'appelle Exodus. Et actuellement, si vous allez au Louvre, il a fait le fameux pilier des migrants disparus, qui est une sorte de grand totem d'immenses obélisques qui renvoie à l'obélisque, bien sûr, présent à la Défense et qui est en fait une accumulation de ces fameux sacs que vous avez vus. Donc, c'est un des artistes vraiment extrêmement importants de l'art contemporain issu du Cameroun, Barthélemy Togo. Autre artiste intéressant MK Ogbo, et ici une installation qu'il a faite à Cleveland, où là il s'amuse à reconstruire un baobab à force avec des résidus plastiques, et en même temps en créant, si vous voulez, un espace de convivialité comme dans les villages africains autour de l'arbre du savoir. Et donc c'est à l'intérieur du musée un endroit, une sorte de tiers-lieu. Hier on parlait avec Pierre Giorgini autour de la problématique du tiers-lieu, et donc là c'est à l'intérieur même du musée un lieu de rencontre, comme si justement on était en Afrique profonde alors qu'on est dans un musée à Cleveland. Autre œuvre extrêmement marquée et beaucoup plus politique, le travail de Babunda, qui lui, à base justement d'objets récupérés dans les terrains de guerre africains, il crée ici donc le trône de ceux qui ne seront pas esclaves. Mais vous voyez bien que ce sont que des armes, des bombes, des grenades, et donc une sorte d'horreur qui renvoie aussi aux enfants soldats donc dans les guerres au Sahel ou au Niger ou en Afrique du Sud. Et autre artiste, alors là, on remonte dans le continent qu'avait mis en avant Okwen Weather dans cette extraordinaire Biennale de Venise, c'est Adel Abdessemed, qui a eu une rétrospective il n'y a pas si longtemps au Centre Pompidou et qui avait proposé ces drôles de nymphéas, donc hommage à Monet. Mais ces nymphéas, en fait, vous voyez bien, ce sont des sabres qui sont collés ensemble, plantés ensemble, et qui renvoient à une violence quasiment insoutenable, qui est justement, c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Ça renvoie aussi dans l'idée des nymphéas qui ont été peintes pendant la guerre 14-18. Donc, il y a plusieurs lectures des nymphéas. On y voit une sorte d'hommage à la peinture japonaise, comme on y voit aussi, si vous voulez, un tribut à la guerre 14-18, une sorte de chant de cadavres. Et donc, c'est intéressant chez Abdessemed de rejouer sur une relecture possible des nymphéas et en y apportant une violence tout à fait insoutenable. Et c'était une œuvre extrêmement dangereuse, parce qu'on passait autour et on risquait toujours de se couper, quoi. Autre artiste intéressant qui, lui, vient du Maroc, qui a été longtemps en résidence au Fresnoy, à l'école du Fresnoy, donc dans la région, que Hicham Benoud, et qui, lui, était donc professeur d'art plastique à Casablanca et qui, avant chaque cours, demandait à ses étudiants, autour de dessins qu'il avait préparés, de rejouer, si vous voulez, de créer une œuvre, de créer une sculpture à l'intérieur du cours. Donc là, c'est l'enfant qui se transforme quasiment en arbre, en bambou ou en handicapé. Enfin, c'est un questionnement tout à fait étonnant, une relecture, vous voyez, c'est toute une série d'œuvres qu'il a faites autour de la classe et autour de l'univers scolaire. Et plus récemment, autour des révolutions qui se sont passées donc, en Tunisie, il a fait cette fameuse série sur Kérouan, où il prend des photos de lieux complètement anonymes et qui retravaille à coups de brûlure pour montrer, si vous voulez, la disparition des différents acteurs ou d'une jeunesse, si vous voulez, brûlée. Donc pareil, ici, toujours dans cette série Kérouan. Dans cet intérêt sur l'art du Moyen-Orient et du Maghreb, il faut vraiment s'intéresser aujourd'hui à Atef Matahala, qui est un artiste, un peintre assez classique tunisien, qui a
complètement, si vous voulez, à cause d'un fait divers, s'est retrouvé incarcéré en Tunisie. Et de cette expérience, il va sortir toute une série de tableaux autour du monde carcéral. Donc c'est très intéressant parce que c'est vraiment, ça nous plonge dans l'actualité la plus débordante autour de ce qu'on entend dans les informations et en même temps d'une problématique de l'artiste qui justement va poser son regard sur la réalité et sur cette réalité carcérale, et en même temps avec une relecture liée bien sûr autour de l'histoire de l'art, où là il reprend cette fameuse Marie-Madeleine du Caravage qui se retrouve donc elle aussi incarcérée quelque part. Dans cette continuité de l'art du Maghreb et du Moyen-Orient, un seul mot sur Ali Chéri, qui vient d'avoir le prix à la Biennale de Venise de cette année. Et là, c'est toute une installation qu'il vient de faire à la National Gallery de Londres, où il réinterroge, si vous voulez, les formes primaires, archéologiques. Par exemple, donc ici, c'est la Vénus, la toilette de Vénus. On a l'impression d'être face à une sorte de Gaïa, de déesse primaire, confrontée à un tableau de Botticelli, ou encore l'installation qu'il a faite justement à la Biennale de Venise, où on voit ces personnages massifs avec ces têtes sculptées, cette drôle de sphinx qui réinterroge, si vous voulez, sur l'Antiquité, sur justement une relecture actuelle avec des moyens tout à fait étranges de sculpteurs, l'Antiquité. Donc, le grand artiste que va vraiment découvrir Enwezor, c'est El Anatsuni, qui est un artiste du Ghana, qui, à base, si vous voulez, d'objets récupérés, va tisser ces grandes couvertures, une sorte de grandes couvertures magiques qui va installer dans les musées. Par ici, donc, ici, cette grande œuvre qui a été justement achetée au MoMA, où on voit comme une sorte de terre en train de pleurer, une terre ensanglantée. Et ces couvertures magiques, justement, il va l'installer à la Biennale de Venise, à l'intérieur même des architectures, donc pour quasiment redonner une nouvelle peau, si vous voulez, une peau venue d'ailleurs, sur une architecture classique. Cet intérêt pour cette nouvelle lecture de l'art, ce nouveau dessin, cette globalisation du monde de l'art. Je vous ai parlé beaucoup là de l'Afrique, du Moyen-Orient, du Maghreb, mais elle est aussi extrêmement importante autour de l'Asie. Elle a démarré dans les années 70 autour d'un artiste très important qui s'appelle Tanadori Yoko, qui est connu comme le Andy Warhol japonais. À l'origine, Tanadori Yoko vient du monde du graphisme. Donc, vous voyez d'ailleurs les liens un petit peu avec Andy Warhol. Et au fur et à mesure, il va travailler justement aussi en tant que pur plasticien. Cette œuvre ici est tout à fait symbolique, où c'est l'artiste qui se pend à l'âge de 29 ans comme s'il avait tout dit, et qui retravaille aussi sur toute la problématique japonaise autour du harakiri, d'une relecture vraiment tout à fait moderne et en même temps un pied de nez à la culture japonaise. Et en même temps, vous voyez ce traitement quasiment pop, donc avec de la publicité, la relecture de la peinture, et qui va être un artiste, un des premiers artistes vraiment qui va redonner, si vous voulez, une visibilité à l'art japonais autour du pop art, et qui va justement apparaître aujourd'hui avec un artiste comme Takashi Murakami, qui redonne une lecture, lui, pop, à base justement des mangas japonais, et recrée une sorte de nouvel univers qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les grandes foires d'exposition. Autre artiste ici justement mis en scène, Yayoi Kusama, qui elle travaille à base de points. Ici, donc, vous avez une pièce qui est conservée ici à Lille, qui avait été commandée lors de Lille 2004. Et en même temps, donc, ce qui est intéressant, c'est aussi la reconnaissance chez Kusama. C'est une artiste qui est aussi quand même liée à la problématique de l'art brut. Elle a un côté extrêmement obsessionnel, c'est-à-dire qu'elle est dans la répétition toujours de ses points. Et en même temps, elle va donner naissance à un univers tout à fait exceptionnel, qui est aussi donc une reconnaissance de l'art asiatique. On a parlé de cette globalisation
donc, du monde de l'art, autour de différents, cette nouvelle géographie qui est apparue. Un des sujets aussi les plus importants et qui est extrêmement actuel, c'est justement la féminisation du monde de l'art. C'est-à-dire que comment finalement l'œuvre des artistes femmes a été invisible depuis tout le XXe siècle. Et c'est là où tout d'un coup, bon, tout à l'heure je vous ai parlé de Catherine Grenier, mais j'aimerais vous dire un mot sur Camille Morino, où la commissaire d'exposition devient une militante. Elle va organiser une exposition tout à fait exceptionnelle au Centre Pompidou, où on va mettre en avant que les artistes femmes. Donc, ça va être elle à Centre Pompidou, avec une remise en valeur, par exemple, donc de l'œuvre, bien sûr, de Annette Messager, où il y a eu une rétrospective récemment au Lac à Villeneuve-d'Ascq. Mais outre Annette Messager, elle va aussi travailler autour de l'œuvre de Barbara Kruger. Barbara Kruger, c'est une artiste d'origine américaine extrêmement importante qui détourne, si on veut, le monde de la publicité et le monde en même temps très lié autour du constructivisme russe pour justement travailler autour d'une création à caractère militante. Donc, What Big Muscle You Have, et vous lisez derrière My Lordship, My Lancelot, My Crusader, donc tous les noms, My Great Artist, My Body Mogul, donc My Dagwood, My Banker, My Doctor, donc My Popeye, donc My Rambo. Donc, si vous voulez, c'est toutes ces idéalisations de l'homme, du machisme masculin, et avec un gag en lui disant comme tu as des beaux muscles, mon Popeye. Il faut imaginer que Barbara Kruger travaille aussi dans des installations à l'intérieur même de la ville. Donc, l'œuvre, si vous voulez, dépasse le simple cadre du musée. Autre artiste extrêmement importante, Kiki Smith. Elle travaille plus, si vous voulez, dans une tradition du graphisme, du dessin, de la sculpture, et elle travaille autour des contes de fées, de ses lectures toujours de La Belle au bois dormant, de Cendrillon, de Blanche-Neige, de toute cette idéalisation tout d'un coup de ces héroïnes de contes de fées, et elles deviennent donc des personnages tout à fait étranges, extrêmement dérangeants, et on est vraiment toujours entre deux eaux. Elle est très influencée par le travail d'une des artistes importantes qui est Louise Bourgeois. Et une des artistes aussi essentielles aujourd'hui, qui a vraiment une place extrêmement importante dans le monde de l'art, qui est une des peintres les plus chères aujourd'hui, c'est Jedi Savile, qui est une jeune artiste qui vient d'Angleterre et qui va renouveler véritablement le traitement du corps dans une tradition de la peinture anglaise. On pense évidemment à Francis Bacon, donc vous voyez tous ces corps comme ça collés les uns aux autres, et donc dans une sorte de nouveau rite amoureux et un renouveau total de la figuration avec une violence extrêmement importante, donc de Jenny Saville, ou encore Cecily Brown, qui, elle, justement, représente encore des accouplements. Là, on pense bien sûr aussi à Bacon, mais on pense aussi à un artiste comme Willem de Kooning. Et donc, tout ce renouveau, si vous voulez, de l'art contemporain, cette réarmement quasiment de la peinture par les femmes va être extrêmement important. Encore un tableau de Cecily Brown. Et en même temps, tout ça pour conduire donc dans cette idée que finalement, on arrive aujourd'hui avec le cas du commissaire comme théoricien, Hans-Ulrich Obritz, autour d'un art qui touche à l'extrême présent. Alors, je veux dire par là que cet extrême présent, en fait, on est face à une génération d'artistes qui est née avec Internet, qui dialogue, si vous voulez, de manière tout à fait normale entre un artiste à Paris, un artiste à Tokyo, un artiste à Pretoria, un artiste à New York, un artiste à Buenos Aires, et en même temps, cette faculté qu'on a à pouvoir répondre à n'importe quelle question via justement le digital, à la création de cet extrême présent. Et ça donne lieu à un intérêt donc par le commissaire d'exprès de Hans-Ulrich Obritz, qui est d'origine suisse et qui est conservateur du musée de la Serpentine à Londres, à une sorte de créolisation du monde de l'art et surtout à une archépilisation du monde de l'art. Il va écrire un texte extrêmement important qui est The Age of Earthquake. Et dans The Age of Earthquake, il déflie cette idée que le futur est dicté par l'imprédictibilité des effets secondaires de la technologie. Il y a toujours un usage excessif de ce que l'on invente. On peut dire que ce sont ces excès qui produisent les plus radicaux et en même temps les plus troublants changements moraux, philosophiques et culturels.
Donc, nous n'avons pas seulement changé notre cerveau ces dernières années, nous avons aussi changé la structure même de la planète. Donc, ce qui va être très important dans la pensée de Hans-Ulrich Obrist, c'est de se rapprocher aussi de philosophes, de penseurs, et particulièrement de Édouard Glissant. Donc, Édouard Glissant, qui est d'origine martiniquaise, qui va être professeur de littérature à l'Université de la Nouvelle-Orléans, et qui va travailler sur l'idée de la créolisation et de l'archipélisation du monde. Et le travail de Hans Ulrich avec Édouard Glissant va donner naissance à un ouvrage où il s'interroge même sur la conception du musée. Et l'intérêt, si vous voulez, c'est donc Hans Ulrich qui interroge Glissant, et je vais lire ce que dit Glissant, c'est pour dire que je crois de plus en plus que les musées gagneront à être moins solennels intérieurement, c'est-à-dire qu'ils devront comporter moins de grands espaces intérieurs, et d'être moins imposants, moins monumentaux, et compter plus de cheminements entrecroisés et de parcours. L'idée d'un musée aujourd'hui, ce qui veut dire, c'est que ça ne sera plus la galerie des glaces, mais ça va être justement des archipels, des connexions, si vous voulez, des rapprochements, et qu'on ne va plus être dans un musée qui va nous imposer quelque chose, et qu'on va tous être acteurs à l'intérieur même du musée. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte de résumé de tout ce qu'on a vu depuis Harald Zeeman, Yann Hout, Catherine Grenier, Camille Morino ou Equi Weather, pour arriver aujourd'hui à une sorte de synthèse de toutes ces problématiques qui ont été mises en place depuis les années 70 pour repenser le musée. Je voulais finir sur l'idée que le monde est un collage. On aurait pu commencer par là. Peut-être l'invention la plus importante de l'art du XXe siècle, et qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est justement l'apparition du collage. Le collage, il apparaît dès les cubistes avec Georges Braque, avec cette idée donc de papier collé, qui donc, à l'intérieur même de l'œuvre, apporte une nouvelle réalité, donc une sorte de ready-made à l'intérieur de l'objet, une sorte de trompe-l'œil, et donc une nouvelle volumétrie, un nouveau volume, mais en même temps un questionnement sur ce qui est montré. Ceci va exploser autour du dadaïsme avec les collages, ici par exemple de Kurt Schwitters, ou les collages surréalistes de Max Ernst, qui vont être des détournements de publicité ou avec des lectures tout à fait nouvelles, et qui va encore plus évoluer si on pense au pop art, avec par exemple l'œuvre de Rauschenberg, où lui, c'est en récupérant des choses à l'intérieur même de la ville, des rebuts dont on ne veut pas, qui va les coller pour créer ce qu'il appelle des combine painting, c'est-à-dire des images même quasiment de l'inconscient des villes. Et tout ça va évoluer avec le pop art autour d'un travail autour de la publicité et du découpage de publicité pour critiquer d'une manière ou d'une autre le monde de la société de consommation. Ça va évoluer avec un artiste, par exemple, comme Hervé Télémaque, ou autour de la bande dessinée, mais en même temps autour de mythologie individuelle, c'est-à-dire d'un questionnement en utilisant des différents éléments conscients ou inconscients pour créer à l'intérieur du tableau une sorte de bande dessinée, une sorte de narration, qu'on retrouve aussi chez son collègue Bernard Rancillac, où lui, via le collage ou l'utilisation de la bande dessinée, va parler, lui, de l'actualité, et de l'actualité dans ce qu'elle a de politique. Donc ici, c'est une sorte de… Il reprend donc le coup d'État de Pinochet, et pour montrer la mainmise de la CIA, il retransforme Jimmy Carter en Popeye, et on voit des personnages de Donald et des personnages de Mickey au garde à vous. Donc, si vous voulez, ce collage a donné politique. Chez un artiste comme Christian Boltanski, le collage, lui, va permettre la création de nouveaux monuments, et on arrive à une sorte aussi de mythologie individuelle, où à base de rien, tout d'un coup, on a l'impression d'être devant une sorte d'autel sacré. Ou encore chez son collègue Jean Legac, qui lui propose aussi une métaphore individuelle autour de l'artiste comme une sorte de romancier. Tout ça, en fait, nous conduit aussi, par exemple, à la problématique aujourd'hui d'un Ernest Pignot-Ernest, qui, par le collage, lui, interroge la ville, interroge le passé, ici, donc, avec ces fameuses installations qu'il a faites à Naples, où il reprend la tête de Pasolini et de Caravage,
tenu par Goliath et en même temps l'idée de la disparition des œuvres d'art à l'intérieur même de la ville et donc du collage en tant que œuvre in situ, ou encore ici du collage avec des artistes du collectif du 9e concept qui interroge, si vous voulez, tout le monde à faire un graffiti collectif où chacun vient ramener justement son collage lui-même ou son graffiti pour créer une œuvre tout à fait nouvelle et donc une sorte de nouvel archipel, de créolisation aussi et de création tout à fait originale. Ceci, en fait, pour arriver, dire un mot justement autour des NFT, qui sont aussi quelque part finalement du copier-coller, avec ici la fameuse œuvre de Beeple qui s'est vendue des millions de dollars et qui est en fait une représentation de 5000 jours avec différents personnages. Donc on est aussi encore quelque part dans du copier-coller, ou encore aujourd'hui avec l'idée de l'intelligence artificielle. Donc vous avez peut-être entendu parler de AIDA, donc de cet humanoïde gonflé d'intelligence artificielle et qui donne vie donc à une nouvelle création et un questionnement justement sur l'art du futur. Pour conclure, en fait, moi, j'aimerais revenir à quelque chose de plus classique quelque part, et je vous mets ce tableau d'Hubert Robert dans l'idée, donc un grand peintre du 18e, un des maîtres du néoclassicisme, qui ici représente l'incendie de Rome. C'est un des chefs-d'œuvre du musée du Havre. Mais moi, ce qui m'intéresse avec ce tableau, c'est que, bon, on a parlé de la poésie des ruines, on a parlé donc de chez Hubert Robert qui a passé sa vie à Rome et à redécouvrir l'Antiquité, mais quelque part, quand il peignait l'Antiquité, il parlait de son quotidien, il parlait d'aujourd'hui et que quand on voit la date, on est vraiment aux prémices de la Révolution française, on est à la fin d'un monde, à renouveau d'un autre monde. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est peut-être aujourd'hui arrivé à une sorte de néopasséisme, c'est-à-dire que tous les moyens qu'on a vus, que ce soit les moyens de l'académisme ou les moyens de la modernité, aujourd'hui sont connus par les artistes et que tous ces moyens leur permettent de parler aussi de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, on peut imaginer aussi que finalement, l'artiste du futur sera justement un artiste qui parlera du présent avec les éléments du passé, tout en prévoyant le futur. Donc, ce que je veux dire là-dedans, dans un tableau d'Hubert Robert, on est vraiment justement dans une synthèse passé, présent, futur, et ça donne lieu, si vous voulez, à aujourd'hui ce que moi j'imaginerais être l'artiste du futur. C'est la dernière artiste sur laquelle j'ai travaillé récemment. Je sors une monographie en décembre sur elle. Elle va avoir une rétrospective au lac de Dunkerque dans un an. C'est une artiste qui s'appelle Diane Victor. Pourquoi je pourrais finir sur Diane Victor? Parce que finalement, en quoi pour moi elle est l'artiste du futur? C'est que c'est une artiste, elle est sud-africaine. C'est une artiste femme et c'est une artiste blanche. Donc c'est une artiste, si vous voulez, créole, et qui synthétise un peu toutes ces problématiques dont on a parlé. Et ce qui m'intéresse chez elle, c'est qu'elle utilise aussi bien les moyens les plus primitifs. Ici, vous la voyez travailler avec une bougie et avec donc de la fumée, avec de la suie, avec laquelle elle dessine et avec laquelle elle crée des personnages. Ces personnages parlent de la réalité de l'Afrique du Sud, elles parlent justement des problèmes liés à la drogue, des problèmes liés au sida, des problèmes liés à une société post-apartheid et dans quelle situation elle se retrouve. Donc une société qui part en fumée, donc il y a l'idée vraiment tout à fait métaphorique de l'utilisation du médium lui-même. Mais ce médium, quand on connaît justement l'art pariétal d'Afrique du Sud, les hommes préhistoriques, ils peignaient avec justement du feu, ils peignaient avec pas de la bougie, mais quasiment avec du feu, des empreintes, avec du carbone. Donc, on est vraiment à la base même de la création du signe dont je vous parlais tout à l'heure, entre le signe et l'espace. Donc, on est dans cette situation-là. Mais en même temps, Diane Victor, donc, elle parle aussi de la disparition des animaux, donc tout un problème écologique qu'elle traite. Donc, on voit ici 2 exemples de rhinocéros qui sont en train de partir en fumée. On voit la prouesse technique aussi qu'elle met en avant. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement classique quelque part. Et en même temps, Diane Victor, elle est connue comme graveur.
Et donc, on ne s'invente pas graveur. Quand on est graveur, on est dans la lignée des artistes comme Mantegna, des artistes comme Dürer, des artistes comme Goya, des artistes extrêmement, enfin, je veux dire, des très grands dessinateurs. Et je voulais finir avec cette œuvre qui est donc Blind Man's Bluff, donc le mensonge de l'homme aveugle, qui est une œuvre qu'elle a conçue en 2020 autour de la pandémie et du Covid. Et donc, c'est finalement une sorte de jeu de Colamaillard où on voit ce personnage qui avance à tâtons, qui est un petit peu cette société aveugle et dont lequel se moquent en fait tous les différents personnages pour lui mettre des coups et ainsi de suite. Et bien sûr, cette œuvre, elle renvoie quelque part à une œuvre extrêmement connue, et c'est là-dessus que je voudrais finir, qui est donc une œuvre donc de Bruegel l'Ancien, qui est la fameuse parabole des aveugles, qui est donc la reprise du texte de saint Matthieu et de cette parabole qui dit que nous sommes des aveugles, la parole du Christ, qui sommes donc des aveugles guidés par des aveugles. Et c'est peut-être ça, si vous voulez, la problématique, moi, qui m'intéresse, c'est que finalement, l'artiste de demain, l'artiste du futur, il va travailler avec toute cette conscience, tout ce bagage intellectuel, tous ces différents bagages en fonction des différentes géographies dans lesquelles il vient, mais justement, il ne va pas être un aveugle au milieu des aveugles, mais justement un voyant qui va nous donner à voir le monde du futur. Je vous remercie.